Alors bonjour Prune et Florie, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast. Comment allez-vous? Ah ben, ça Bah, va ça va très très bien. bien. Est-ce que du coup vous pourriez vous présenter chacune votre tour et nous retracer un peu votre parcours professionnel? Yes. Carrément. Donc, je vais commencer. Je suis Florie, donc j'ai 35 ans et je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Mais mon parcours professionnel, j'ai commencé dans la publicité pour ensuite travailler dans la communication dans une logique générale, c'est-à-dire j'ai travaillé dans une maison de bijoux qui s'appelle l'Énérie de Paris, une société familiale formidable, où là j'ai appris énormément de choses. Et ensuite, j'ai travaillé en start-up dans une jeune société qui s'appelait Vai Vai et qui était la première société à commercialiser l'eau de coco en France. Donc, rien à voir. Et, euh, et voilà, et c'est à ce moment-là où je me suis dit qu'en fait, c'était possible de se lancer, et même quand on était jeune, qu'on n'avait pas non plus énormément d'expérience. Et voilà, et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de Jolie Culotte et que je me suis dit, go, on essaye. Et moi, je suis Prune, donc j'ai 30 ans, 31 d'ailleurs. Alors moi, pour le coup, j'ai fait une école de commerce et ensuite j'ai commencé en tant que chef de produit chez Chantel, donc qui est un gros groupe français, mais de lingerie beaucoup plus luxe. Et en fait, j'étais chef de produit, donc je développais les collections avec les stylistes, les modélistes, les usines et tout ça. Et du coup, après ce premier boulot qui a duré 2 ans, j'ai rencontré Florie à ce moment-là. Et du coup, on a décidé de s'associer sur le projet des culottes. Du coup, Jolie Culotte, est-ce que vous pouvez nous pitcher le concept en quelques mots? Alors, pour pitcher le concept Jolie Culotte, c'est hyper simple. En fait, la vocation de Jolie Culotte, la raison même d'exister de Jolie Culotte, c'était de proposer des jolies culottes, comme son nom l'indique, à la fois mode, éthique, bio, à un prix accessible. Voilà, c'est le concept de Jolie Culotte, il est hyper simple. Mm. On a trouvé qu'il y avait plein de marques de lingerie magnifiques, sublimes, mais super chères, donc qu'on ne peut pas forcément toutes s'offrir. Et plein de marques beaucoup moins chères, mais alors pas du tout éthiques, et pas bio, évidemment, et parfois mode, parfois moins. Et finalement, il n'y avait pas d'entre-deux, et c'est ça qu'on a essayé de faire avec Jolie Culotte. Du coup, vous êtes toutes les deux à l'origine du projet. Absolument. Ouais, complètement. Du coup, c'est quoi l'étendue de votre offre? Bon, les jolies culottes, je pense qu'il y a plusieurs typologies. Ouais, bah en fait, alors au début, quand on a lancé, c'est marrant parce que quand on a lancé la toute première collection, l'idée c'était de se dire que on est parti d'un constat global de nous, nos copines et même, enfin voilà, toutes les femmes autour de nous, que tu avais un tiroir à culottes dans lequel il y avait plein de culottes différentes. Qu'en gros, c'était hyper rare d'avoir soit que de la dentelle, soit que du coton, soit que du tanga, soit que du shorty. Donc du coup, on a lancé avec une collection qui était hyper large. Et on s'est vite rendu compte que les best, entre guillemets, jolies culottes, c'était soit le coton bio, parce qu'il était avec des imprimés hyper sympas et que du coup, en fait, tu avais ta culotte confort bien faite parce que on a un label qui est le label GOTS, donc qui garantit vraiment que le coton est top, top qualité. Et à côté de ça, on a quand même une gamme un peu plus sexy, on va dire, même si j'aime pas trop ça, mais en tout cas, qui est plus dans la transparence, qui est toute la gamme du tulle. Et donc, en fait, on a lancé avec de la culotte, du shorty. Tu as vraiment beaucoup de formes, évidemment. C'est pas juste la culotte classique. Tu as du shorty, du tanga, du Brésilien, brésilien, du shorty flottant, qui est une coupe, pour le coup, beaucoup plus travaillée, mais qui est canon et qui marche aussi hyper bien. les bloomers. Des bloomers, qui sont clairement les best de chez Jolie Culotte, et qui vont à tout le monde, que tu veuilles la mettre sous une robe l'été ou pour dormir ou tous les jours, quoi. Donc voilà. Après, je sais pas si tu veux qu'on parle des autres produits maintenant, mais en tout cas, donc évidemment, on a lancé sur la culotte. Et ça, c'était une volonté de lancer en monoproduit et de le lancer bien et de se faire vraiment la main sur un seul et même produit. Et au fur et à mesure, parce que nos clientes nous les ont demandé, là, on a sorti les brassières cet été. Donc, on est sur de la brassière en coton, de l'uni ou de l'imprimé, parce que l'imprimé, c'est clairement la force de Jolie Culotte et on bosse beaucoup sur ça. On a sorti les culottes menstruelles aussi, alors en partenariat avec une marque espagnole qui s'appelle Kokoro, qui fait du coton bio, qui a été aussi monté par des femmes qui sont top. Et voilà, donc aujourd'hui c'est ça. Et évidemment, on bosse pour élargir la gamme de plus en plus. Et sur 2021, il va y avoir pas mal de nouveaux produits. Ok, super, on pourra peut-être. Pour vous, c'est quoi la valeur ajoutée de la marque? Alors, la valeur ajoutée, c'est de laisser le choix.
C'est-à-dire qu'en fait, avec Prune, quand on a monté la marque, on a vachement, évidemment, discuté avec énormément de femmes, à commencer par nos copines, mais aussi plus étendu, nos mamans, les mamans des mamans, les copines des copines, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était souvent face à une problématique qui était la suivante. C'était que bah, tout le monde, dans l'absolu, aimerait avoir des jolies culottes, enfin des culottes jolies, hein, en l'occurrence, je ne parle pas de la marque, mais on attendait les soldes souvent. Donc voilà, mais du coup, on n'avait pas vraiment le choix. Donc c'était un peu des choix par défaut. Ou alors, bah, c'était des produits de première nécessité. Donc là, bah, on faisait les courses chez Monop ou ailleurs. Et on va s'acheter les 3 culottes. Bon, il y en a toujours une qui nous plaît pas ou deux parfois, mais bon, ça fait le taf, ça fonctionne, c'est pas un coup de cœur, mais on en a besoin. Donc la valeur ajoutée de jolies culottes, finalement, c'était de laisser véritablement le choix aux femmes d'avoir de très jolies culottes, éthiques encore une fois, bio en plus aujourd'hui, et surtout mode, parce que la raison principale pourquoi nos clientes arrivent chez nous, même s'il y en a quelques-unes évidemment qui arrivent par le côté bio, etc., c'est génial, mais la grande majorité, c'est parce que c'est mode et que ça leur plaît. Et en plus, après, derrière, elles voient les valeurs de la marque, que c'est fabriqué en Europe, en circuit court, qu'on est labellisé GOTS, etc., etc. Mais le premier point, c'était de faire de très, très beaux produits. Du coup, vous vendez en ligne et quelles ont été les étapes clés dans la création de votre marque, puis du site? Donc, cette question, c'est plus par rapport à l'étude de marché, la fabrication des produits, les tests, le lancement de la prod. Ça a été un peu quoi les étapes clés dans la création de Jolies Culottes? La volonté, c'est ce que disait Florie tout à l'heure, c'est on avait pour volonté de créer une marque accessible, mais en même temps bien faite. Ça voulait dire globalement déjà un circuit court dans la production. Donc du coup, on est tout de suite allé en Europe. En Europe, on a fait pas mal d'endroits et en fait, le Portugal a tout de suite été une très bonne alternative et une bonne solution. Là, on a fait évidemment 1000 allers-retours, on a rencontré plein d'usines qu'on a regardé sur la manière de travailler, sur les employés, sur comment ils traitaient, parce que tu sais que le textile, c'est extrêmement polluant. Donc, tu as un enjeu sur ça aussi, c'est-à-dire de trouver des usines qui vont pas balancer les eaux n'importe où. Enfin, voilà, il y a quand même pas mal de choses que tu regardes. Et donc, du coup, quand on est arrivé au Portugal, donc on produit nous dans la région de Porto. Et en fait, là, c'était de se dire, bah voilà, on arrive avec un cahier des charges. C'était hyper compliqué parce qu'en fait, et ça, c'est toujours un truc qu'on se disait avec Floris, c'est pourquoi toutes les marques qui se lancent, c'est hyper cher. Mais en fait, tu comprends, parce que c'est beaucoup plus facile de faire du produit cher que de faire du produit accessible. C'est-à-dire que nous, on avait un cahier des charges à respecter, on avait des marges qui étaient minimes pour justement pouvoir vendre des culottes à 8 euros. Et du coup, ça a été un travail énorme de trouver l'usine qui allait nous accompagner parce qu'au début, on était toute petite, donc on arrivait avec des quantités qui n'étaient pas dingues. On avait en même temps des exigences qualité qui étaient quand même assez fortes et il y a des choses sur lesquelles on voulait absolument pas déroger. Et du coup, ça a été beaucoup de boulot sur la prod, beaucoup d'allers-retours. On travaillait avec une styliste modéliste en freelance qui s'appelle Julie, qui a été d'une grande aide sur ça, qui est une fille qui a bossé pour des grands noms comme La Perla, comme Chantel, etc. Donc, qui a une expérience et une expertise produit hyper poussée. Et donc du coup, ouais, voilà, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé sur la prod. On a beaucoup fait toutes les tests de matière, de tout ça. Enfin, c'est un process qui est hyper long. En gros, je dirais moi qu'on a mis 1 an à développer la collection. Enfin, tu vois. Et à convaincre aussi l'usine, parce qu'il faut Et à se dire convaincre l'usine, que exactement. les gars en face, voilà, c'est nous, on travaille avec une usine familiale, etc. Et forcément, ils vont arriver 2 nanas, 2 jeunes femmes blondes. Coucou, on veut faire des culottes. Enfin, d'abord, première réaction, c'est ha ha ha, quoi. Enfin, trop bien les filles, vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie, quoi. Donc voilà. Donc montrer qu'on est sérieuse, vraiment, et que surtout qu'ils nous fassent confiance, parce que oui, on va envoyer du volume demain. Mais que voilà, encore une fois, ce qu'on disait tout le temps, c'est pas un petit projet où on veut se faire plaisir et voilà, faire des culottes à 60 euros, c'est pas le but du projet. Le but, c'est de démocratiser vraiment, et c'est ce qu'on leur disait, la lingerie De qualité. mode. Donc, on a un vrai enjeu volume, donc faites-nous confiance aujourd'hui et demain, on vous promet qu'on aura les quantités en face. Comment vous expliquez que vous arrivez à faire le job, à faire des culottes de qualité, éthiques, à un prix quand même assez raisonnable et que d'autres marques n'y arrivent pas forcément? Comment on l'explique? Parce qu'on a pris énormément de risques au début. En fait, il n'y a pas de solution magique. C'est-à-dire que tu as deux façons d'entreprendre. D'ailleurs, tu en as des centaines, des façons d'entreprendre. Mais en tout cas, nous, on était face à 2 options. Il y avait la possibilité numéro 1, on lançait en petite quantité.
C'est-à-dire que du coup, on lançait très peu de modèles et on voyait si ça fonctionnait. Et dans ce cas-là, il n'y avait pas trop de problèmes au niveau du lancement. Ou alors, on lançait plusieurs produits, mais dans ce cas-là, il fallait lever des fonds. Et lever des fonds, ça veut dire perdre des parts de ta société. Parce que forcément, en fait, il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est ce que disait Prune. Quand on va lancer un concept, quel qu'il soit, si c'est un concept cher, donc par exemple, on aurait lancé une marque de lingerie où les culottes auraient coûté, on va dire, 30 euros en moyenne, entre 30 et 50 euros. Là, très clairement, on avait besoin de beaucoup moins de fonds. Donc, on aurait pu perdre beaucoup moins de parts de notre société. Nous, le choix qu'on a fait, c'était de démocratiser la lingerie. Et ça, pour ça, et on rigolait beaucoup avec Prune, on disait c'est marrant, il n'y a personne qui se lance justement sur ce côté un petit peu accessible. Mais à raison, parce que derrière, on a dû énormément travailler pour lever des fonds en parallèle de la production. Ça a été vraiment cette année, quand on dit qu'on a mis 1 an à monter la boîte, c'est 1 an pour la prod, mais en fait, en parallèle, c'est 1 an de levée de fonds. Et à l'époque, on est toute petite, on est personne, on connaît personne, on vient pas forcément de ce milieu-là. On n'a jamais levé des fonds ni l'une ni l'autre, et on est là avec nos 2 minois, notre PowerPoint et notre Excel, à aller voir des gens en disant coucou, nous on croit vachement dans notre projet, on va démocratiser la lingerie, est-ce que éventuellement ça vous dirait de participer à l'aventure? Et c'est comme ça qu'on a réussi à lever dès le début 500 000 euros sur un PowerPoint et sur un Excel, ce qui nous a permis derrière d'aligner l'argent pour la production et donc de lancer à bas prix pour les clientes. Mais on a perdu aussi des parts de notre société, mais c'est entre guillemets un sacrifice qu'on a été ravis de faire parce que, encore une fois, la vision globale du projet est bien plus importante que simplement perdre des parts au début. Voilà, et c'est pas ce que font tous les entrepreneurs. On sait tous que le chemin d'entrepreneur, il n'est pas tout beau, tout rose. Donc vous, quelle problématique vous avez rencontrée et comment vous y avez fait face surtout? Alors, il y en a eu Il y en a plein. Déjà, la levée de fonds. On peut commencer par ça parce que c'est la première étape du projet. C'est-à-dire que dès le début, avec Prune, quand on se lance, on sait que vu qu'on veut faire un produit qui est accessible, il faut qu'on lève des fonds et, entre guillemets, un demi-million d'euros. Donc là, déjà, c'était super difficile parce que, encore une fois, il fallait à chaque fois qu'on prouve notre crédibilité. Donc là, encore une fois, on se confronte, et c'est terrible de le dire, à un milieu d'hommes. Parce que finalement, dans les investisseurs, et on le regrette, et on espère un jour que nous, on sera aussi investisseurs un jour, et qu'on sera des femmes, mais des femmes, on en a croisé 2, je crois, dans tous les interlocuteurs qu'on a croisés, et on en a croisé, franchement, un petit peu moins d'une centaine. Des personnes, on en a croisé beaucoup. Donc là, déjà, c'est montrer en quoi on est crédible. Encore une fois, on est 2 nanas, 2 blondes qui arrivent avec un projet de culotte et on t'explique qu'on va révolutionner le monde de la lingerie. Voilà. Donc ça, déjà, en soi, ça a été une première problématique et il a fallu, entre guillemets, être peut-être 1000 fois plus sérieuse que tout le monde parce que, entre guillemets, on avait 1000 fois plus à prouver parce que notre projet, à l'époque, tout le monde ne l'a pas pris tout de suite au sérieux. Mais les gens qui s'y sont intéressés et qui ont bien regardé, là, on commençait à voir le potentiel du projet et de l'équipe. Super, c'est vrai que c'est toujours les problématiques qui reviennent souvent, et surtout quand malheureusement des femmes. Non, mais tu vois, on a eu plein de réflexions. Enfin, tu vois, si on va dans l'anecdote, c'est toujours un peu le truc, mais tu vois, on nous a appelé, c'est bien, vous êtes marketingment vendable. Ok, génial. Et toi, tu vas sourire en disant, putain, c'est un énorme compliment. C'est génial. Quoi. Ah, c'est cool, vous ressemblez aux demoiselles de Rochefort. Ah, c'est génial, écoute, top. Enfin, vraiment, je pense que c'est vraiment comme ça qu'on va créer un succès. Hein. D'ailleurs, voilà. On a eu aussi, moi j'étais enceinte au moment où on a levé des fonds. Donc voilà, on a eu un mec notamment qui avait un peu poussé une due diligence avec nous. Enfin, ça a été un grand moment très difficile pour la société parce qu'on a failli se tromper d'investisseur. Donc ça aussi, c'est un vrai point. C'est quelqu'un qui te met le grappin dessus. Qui te dit non mais attendez, mais c'est génial votre truc, j'y crois, nanana. Toi, tu connais rien parce que tu as un bébé, enfin clairement. Voilà. Et puis en fait, tu te rends compte que cette personne, c'est pas du tout la bonne personne pour t'accompagner. Et c'est terrible. Et cette personne qui te met la pression et qui dit mais attendez mademoiselle, mais là vous allez accoucher, mais vous avez une nounou, mais comment vous allez faire? Mais est-ce que vous allez allaiter? Des trucs qu'un mec n'aurait clairement jamais eu, quoi. C'est voilà, on est encore extrêmement loin. On est dans un milieu quand même, faut se le dire, même si aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est girl power, etc. On reste extrêmement loin dans la réalité de cette égalité homme-femme. Et on en est
très, très, très loin. Après, on a la chance dans nos investisseurs d'avoir que des hommes formidables qui ne sont absolument pas dans cette dynamique-là, mais on les a vraiment sélectionnés, sincèrement, et je t'assure qu'on en a rencontré beaucoup et que le monde, il n'est pas encore fait pour l'égalité homme-femme à ce niveau-là. C'est bien aussi que tu soulignes ça parce que c'est aussi, quand je fais les podcasts, quelque chose qui revient souvent, de s'entourer des personnes bienveillantes. C'est hyper important. Et on en a un peu parlé par rapport au coton bio, des culottes, etc. Mais d'où vous vient cette sensibilité environnementale, zéro déchet et même body positive que vous transmettez à travers votre marque? On va peut-être définir ce que c'est parce que j'avoue que moi je sais ce que c'est, mais peut-être pour nos auditeurs. C'est le fait d'accepter tout simplement son corps. Mais alors, en fait, nous, on n'aime pas trop cette expression. Je vais te dire la vérité, Audrey, ça me fait vachement rire à chaque fois ce truc body positive. Mais en fait, avec Prune, il y a un truc, c'est que, je veux dire, moi, je fais un 40, Prune, elle fait plutôt un 38. Mais si tu veux, les nanas qu'on trouve belles dans la rue, elles font toutes les tailles, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, c'est juste qu'on a un regard sur les femmes de beauté générale, mais pas, on s'est jamais dit, putain, il faut faire un 34, quoi. Et ça, c'est hyper normal. En fait, ce que je veux dire, c'est que le body positive, moi, j'appelle ça juste avec Prune du bon sens. Ouais. C'est du bon sens, en fait. Toutes les femmes sont belles, quoi. Je veux dire, mais quelle que soit la taille de ta cuisse, quels que soient tes cheveux, ta couleur de peau, voilà, les petits défauts font notre charme. Enfin, je veux dire, les dents du bonheur, c'est charmant. C'est pas parce que tu as une vergeture là que ça te rend plus moche. Enfin, voilà. Et ça, pour nous, depuis le début, c'est un truc, mais qu'on trouve absolument normal. Le problème qu'on a eu par contre, c'est que quand on a lancé la marque en janvier 2018, c'est là où on voit que le monde change et dans le bon sens et on en est ravis, on s'est fait incendier. C'est-à-dire qu'on nous a dit, mais vous encouragez l'obésité, c'est quoi ces photos, comment osez-vous mettre des nanas aussi moches, c'est le culte de la grosseur, on avait des trucs, mais c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'a plus du tout ce genre de commentaires, mais à l'époque, on faisait partie des premières marques. Et nous-mêmes, je veux dire, on ne s'approprie pas du tout le concept parce que nous-mêmes, on s'était dit, la campagne qui nous avait le plus plu dans les 10 dernières années, c'était Dove qui avait fait ça des années avant. Et ils avaient attendu personne pour le faire. Et nous-mêmes, on s'était dit, cette campagne, c'est la campagne qui nous a le plus parlé. Donc, très clairement, quand on va monter notre marque, ça sera que des vraies femmes. Il n'y avait pas de sujet. Voilà. Et aujourd'hui, c'est entre guillemets la nouvelle tendance. Mais merci mon Dieu. Enfin, honnêtement, pour nous, c'est de la normalité, quoi. On est juste dans un monde un peu plus normal. Voilà. Donc pour nous, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Enfin, c'est normal de montrer toutes les femmes. Ouais. Et enfin, je sais pas, c'est beau une femme, quelle que soit sa taille. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté body positive. Et ensuite, zéro déchet et environnemental, ben là aussi, hein, là, pareil, c'était une c'est du évidence. bon Hein. sens. Ouais, je crois que on se voyait pas lancer une marque dans le textile qui est voire l'industrie la plus polluante sans faire gaffe à ce que tu lances, quoi. Pour moi, c'est comme lancer aujourd'hui un truc pour enfants où c'est n'importe quoi, de la food où t'es pas du bio. Enfin, tu vois, on était clairement dans cette... Nous-mêmes, on consommait bien, que ça soit dans les cosmétiques, dans la food et tout. Donc, tu vois, ça nous paraissait évident dans notre marque de culottes et qu'on savait qu'il allait s'élargir sur d'autres choses. Ça nous semblait évident de faire du bon et du bon à porter, quoi. Donc pareil, je pense que ça soit body positive, un produit bien fait, le zéro déchet, un circuit court, enfin tu vois, tous ces trucs qui finalement sont aujourd'hui des piliers de plus en plus de marques, et tant mieux encore une fois. Nous, c'est vrai qu'au lancement, enfin voilà, c'était clairement dans tous les critères à cocher, mais dès le départ. Pourquoi vous avez choisi de vous lancer en premier en e-commerce? Alors, Voilà. pourquoi on a choisi en premier en e-commerce? Mais tu veux la vérité? C'est pas, en fait, c'était pas le projet. Non, mais je rigole pas. Avec Prune, ce qu'on voulait au début, et ce dont on rêvait, et on s'est vite aperçu que ça serait pas possible, mais c'était de faire genre un Calzedonia de la petite culotte. Tu vois, en se disant, bah voilà, aujourd'hui, très clairement, il y avait à l'époque, hein, parce que tu vois, ça remonte aussi, voilà, il y avait cette démocratisation du collant de belle qualité par Calzedonia. Et nous, très clairement, on s'était dit, bah tiens, mais c'est en fait, nous, clairement, notre projet, ça s'assimile vachement à ça. Et on voyait très bien les petites boutiques, jolies culottes un peu partout, puisque ça reste un produit de première nécessité, évidemment, les culottes. Et ce côté, toujours, bah vas-y, on démocratise et on est, entre guillemets, à chaque coin de rue. Enfin, voilà.
Et on s'est très vite rendu compte que malheureusement, le retail, surtout sur de l'accessible, encore une fois, hein, c'est toujours pareil. Hein, de toute façon, ça nous a bloqué à plein de niveaux, ça nous a mis plein de contraintes. Tout simplement, ça nous prenait énormément de temps de conseiller, de convaincre des clientes. On a fait pas mal de pop-up, des choses comme ça, et on s'est aperçu que le temps qu'on passait malheureusement à vendre en direct nos produits, bah, c'était du temps qu'on n'utilisait pas à faire autre chose, et que du coup, bah, c'était juste pas rentable. Et en fait, on aurait fait faillite si on avait voulu, entre guillemets, continuer dans cette voie. Donc là, on s'est dit, OK, c'est pas grave, de toute manière, on est quand même la génération digitale, donc on va tout miser sur Internet. Très vite, hein, on s'en est aperçu, je pense, au bout des 3 premiers mois de création de la boîte. On va tout miser sur Internet parce qu'au final, on n'a pas le choix. Vu le prix auquel on veut vendre, il faut absolument qu'on gagne du temps. Et malheureusement, le retail, ça prend du temps plus que ça n'en gagne, même si un jour, évidemment, j'imagine que la tendance s'inverse. Mais en tout cas, sur les débuts, c'était impossible. Donc, entre guillemets, on a pris ça comme une contrainte positive en se disant, OK, bah tant pis, ce qu'on voulait faire, bah, c'est juste pas réalisable et c'est pas rentable. Donc, on va se concentrer à fond sur le e-commerce et on va tout apprendre du e-commerce. Voilà. Et on a fait beaucoup d'erreurs. On Voilà. va y venir après, c'est dans les Mais on a questions. fait beaucoup d'erreurs et ça, honnêtement, si on peut en faire profiter tous les gens qui vont écouter le podcast, bah, j'espère qu'on vous fera gagner du temps. Bah, effectivement, le podcast, il sert aussi à ça, aux jeunes entrepreneurs qui voudraient se lancer en e-commerce. Donc, on vous en avait parlé, donc on va commencer par là. En fait, tu sais, quand on a lancé, je me souviendrai toujours, on se disait avec Florie, on bossait sur la fin du site et tout, on allait le sortir en janvier, donc 2018. On bossait comme des dingues parce que clairement, tu as tous les petits trucs last minute. Et là, on a une fille avec qui nous a pas mal aidé au début, qui nous dit, putain, mais je comprends pas pourquoi vous avez pas fait un Shopify. Et nous, à l'époque, en gros, il y avait Magento et PrestaShop, mais Shopify. Dans le contexte, il y a 3 ans. Ouais, voilà. On n'avait jamais entendu parler de ce truc, quoi. Et on s'était déjà cassé la tête à se dire Presta, Magento, qu'est-ce qu'on fait? Ça faisait au bout de, on va dire, 1 an, on est convaincu que Magento, c'est pas ce qu'il faut faire. Magento, c'est peut-être très bien quand on est une société qui fait des milliards de chiffre d'affaires et que vous avez toute une équipe derrière pour gérer la machine. C'est certainement très bien pour certains entrepreneurs, entre guillemets, beaucoup plus gros. Au bout de, on va dire, 1 an, on fait ce fameux déjeuner avec nos copains. Il nous regarde droit dans les yeux, il nous dit « Regardez-moi bien ». Et là, il nous sort son téléphone et il nous montre l'application Shopify. Là, je vois qu'il y a Madame Michu qui est sur mon site internet, qui est déjà venue 3 fois et qui a acheté ça, ça, ça. Et bref, il nous montre toute la solution data-driven. Et donc, on prend ce risque-là. Donc là, on est au mois de novembre 2019. Et ça va mettre 5 mois à se travailler, à trouver l'agence, en tout cas les personnes qui vont nous accompagner, spécialistes évidemment de Shopify, à refaire toute la DA, à tout repenser. Bon, bref, on repart de zéro, quoi, comme si on n'avait jamais rien fait. Voilà, on a fait x10 sur notre chiffre d'affaires et sur nos ventes. Et en plein confinement, donc c'était en plus pas du tout un bon moment, c'est-à-dire que on avait perdu du chiffre, comme tous les e-commerçants au début du confinement. Et Shopify, nous, alors on n'a pas d'action chez Shopify, mais tout ce que je peux dire, c'est que ça a changé la vision de la société. On est entouré par des personnes, mais exceptionnelles, vraiment, qui gèrent, qui nous aident à gérer Shopify, des gens qui ont vraiment une ouverture d'esprit immense et qui comprennent vraiment le business. Ok, hyper intéressant ce que vous venez de dire. Sur Shopify, vous utilisez quoi comme vous utilisez des plugins pour marketing Ouais, on a plein de trucs. Enfin, pour le coup, là, c'est ce que disait Florie, c'est que on a une personne en interne, on a Léna qui est notre stagiaire historique qui est arrivée quasiment, au tout début de la marque, ça faisait 6 mois que la marque était lancée. Qui a été stagiaire puis après en alternance et qu'on a embauché là en septembre, qui est chargée de tout ce qui est développement du site, tu vois, et en fait elle bosse main dans la main avec notre agence qui est génialissime. On a l'impression que c'est leur marque à eux aussi, quoi, tellement qu'ils sont contents et impliqués pour Jolie Culotte. Et en gros, en fait, mais c'est ouais, toutes les semaines on tente des trucs, on fait vachement d'A/B testing. Tu vois, il y a des trucs pareils, ce que disait Florie, il y a des choses sur lesquelles on a une intuition qu'on veut absolument tester, il y a des choses sur lesquelles eux ont une intuition qu'ils veulent absolument tester. Puis c'est quand même cool d'avoir une agence parce que les mecs ils voient plein de clients avec plein de typologies différentes, donc tu vois ce qui teste chez toi il l'a peut-être pas testé chez un autre et inversement, donc ça te permet aussi
de profiter de l'enseignement des autres marques qui gèrent. Mais ouais, on met plein de trucs. On a revu aussi, tu sais, la fidélisation client. Là, on a fait tout un système de cagnotte avec la carte cadeau où tu cumules des points que tu peux dépenser. Enfin, il y a énormément de choses qu'on teste, des choses qu'on garde, des choses qu'on garde pas, évidemment, ça dépend. Mais oui, on joue avec Shopify et c'est pour ça que c'est ce que disait Florie, c'est qu'en gros, ça fait 6 mois qu'on se régale sur notre site internet parce que justement, on se permet de se tester des trucs parce que ça prend 1 seconde à installer, parce que ça coûte 1 euro. Ouais, là, tu as juste à aller sur l'App Store de Shopify et mettre tes petites applications. Et puis s'inspirer aussi. Enfin, je pense que la curiosité aussi, c'est hyper important. Et c'est vrai que Léna, l'un de ses jobs, c'est toutes les semaines, elle nous ramène une nouvelle idée. Toutes les semaines, elle est incentivée sur le fait en réunion du mardi, nous proposer une nouvelle idée qu'elle aimerait bien mettre en place sur le site de Jolie Culotte. Et ça, typiquement, c'est génial parce que du coup, on va puiser voilà, dans toutes les idées, enfin voilà, parfois excellentes, parfois marrantes, parfois moins réalisables. Mais en tout cas, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et évidemment, on prend en compte énormément aussi nos retours clients. Bah, du coup, je pense que ce que vous appréciez, c'est surtout cette écoute de vos envies et ce conseil surtout. Ouais, complètement, Ouais, complètement. Au début, vous vouliez vous lancer vos petites boutiques et tout ça, mais vous avez dit non, on va rester sur le e-commerce plutôt. Mais est-ce que vous avez quand même vous distribuez quand même vos produits en magasin physique ou pas du tout? Alors, ça, c'est the question. Malheureusement, encore une fois, on a un prix qui est tellement accessible que on a été obligé, mais je peux te dire que c'est horrible quand on a dit non, parce qu'avec Prune, je t'avoue que ça aurait été un petit rêve. On a été contacté par le Printemps, les Galeries Lafayette et le Bon Marché. Voilà, et en plus, pour la plupart, c'est c'est elles qui sont venues nous chercher en nous disant on adore la marque, on aimerait vraiment la distribuer et tout. Donc là, on était genre oh là là, mais trop bien. Et puis là, on fait nos petits calculs et on fait bah en fait, on perd de l'argent. Enfin, en tout cas, on n'en gagne pas. Donc en fait, c'est pas possible parce que malheureusement, on n'est pas encore hyper nombreuses dans l'équipe, on n'est que 6. Donc, donc en fait, on peut pas se permettre de faire des actions entre guillemets pour faire les malines. Enfin, j'exagère, mais si tu veux, il y a un petit côté quand même. Ouhou, je vais au printemps. Regardez, je suis au bon marché. C'est génial. Moi, non, mais je veux dire, c'est gros kiff. Mais encore une fois, c'est un kiff perso, quoi. Donc non, donc non, parce que sinon, bah, c'est qui va en pâtir? C'est nos clientes. On va devoir augmenter nos prix. Ça ne passe pas. Pas encore. Alors demain, je dis pas, on va avoir beaucoup d'argent. Ça sera ce qu'on appelle un budget communication. Du coup, nous ne gagnerons pas d'argent à être là-bas, mais nous montrerons que nous existons. Et honnêtement, c'est un petit rêve avec Prune et j'espère qu'il se réalisera. Aujourd'hui, c'est impossible. On a vraiment une action avec Prune de rentabilité pour pour être entre guillemets le plus autonome possible, le plus vite possible, et pas entre guillemets brûler de l'argent juste pour pour de la com comme ça. Ça n'a pas de sens. En tout cas, dans le monde actuel, on trouve que ça n'a pas trop de sens. Donc du coup, notre priorité, encore une fois, c'est nos clientes, c'est l'accessibilité, c'est la qualité. Donc, on ne peut pas tout faire. Donc, on a dû dire non. Par contre, là, on vient de dire oui à Monoprix. Ok. Alors Monoprix, alors ça c'était un rêve pour le coup, encore plus. Parce que là on est vraiment dans la démocratisation, si tu veux. C'est Monoprix, c'est pas l'ancien. C'est sûr que ça fait moins rêver d'être chez Monoprix que d'être aux Galeries Lafayette Haussmann, certes pour beaucoup de marques, mais pour nous c'est l'inverse. Nous c'est l'inverse. Nous Monoprix ça nous faisait beaucoup plus rêver parce que c'est clairement toutes les femmes. C'est pas voilà, c'est toutes les femmes potentiellement qui peuvent aller chez Monoprix et finalement on est dans une logique d'accessibilité et quand même Monoprix développe énormément de choses autour quand même de l'éthique, du bio, etc. Donc nous c'est dans ce cadre-là qu'on a pris contact avec Monoprix et qu'on va être la seule marque, d'ailleurs on est hyper flattés, à rentrer chez Monoprix en 2020, en 2021, en janvier, et voilà, on est la seule marque qu'ils prendront en tout cas dans ce secteur-là, et on est hyper flattés et on espère que ça va cartonner. Voilà. Génial, bah félicitations du coup. Merci beaucoup. Et sinon, est-ce que vous vendez aussi à l'international? Bah écoute, alors on vend sans le vouloir, c'est-à-dire que tu vois sur Shopify, enfin oui, on a des commandes genre
Belgique, de temps en temps Allemagne, de temps en temps Angleterre, etc. Mais très peu. Mais ça va être une des strates là de 2021 puisque bah il y a plein de choses qui vont se passer, mais l'international, on a envie de le tester. Alors évidemment, on est loin d'avoir fini sur le marché français. C'est pas du tout l'idée de le quitter dès maintenant, mais tu vois, c'est aller tester en Europe et assez proche, c'est-à-dire qu'on va pas partir aux États-Unis en février, quoi. Puis il faut dire que le contexte fait que tu as plein d'idées, mais qu'après il y a ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas. Mais ouais, l'idée, c'est d'aller vraiment faire un peu la preuve du concept de la marque ailleurs, dans des pays qui vont être aussi sensibles à toutes les valeurs de Jolie Culotte, dont on parlait au début, mais tu vois qu'ils sont des pays soit qui sont habitués à une offre déjà un peu éco-responsable, soit justement qui n'ont pas cette offre mais qui sont en demande. Donc voilà. Mais ça sera plutôt Mais la fin de l'année ouais, 2021. voilà. Là, on se concentre vraiment. Encore une fois, on ne veut pas s'éparpiller. Donc, à la France, on n'est qu'au début. C'est-à-dire que oui, on est en train de connaître un véritable succès. Et honnêtement, tous les jours, on se dit c'est incroyable. Mais par contre, attention, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas aller trop vite. on n'est faut pas pas arrivé. Hein. On est au début de quelque chose qui, Ouais. a priori, peut être une jolie histoire. Mais il va falloir beaucoup travailler. Et surtout, la France, c'est pas terminé du tout. On n'est qu'au début. Et on a beaucoup de travail à faire en France. Et on ira tester l'étranger, je pense, à la fin de l'année Ouais, prochaine. deuxième semestre 2021, Pour quoi. voir voilà, qu'est-ce qui est le mieux. Mais aujourd'hui, on va dire qu'on va concentrer tous nos efforts sur les clientes françaises. Et puis on est 6 hein, dans l'équipe, tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que l'international, ça demande presque une personne à temps plein. Parce qu'en fait, c'est comme si tu lançais une nouvelle marque. Enfin, clairement. Alors oui, tu as des trucs que tu as appris en France, mais en fait, c'est des nouvelles réactions, des nouveaux consommateurs. Donc clairement, ça, si tu veux bien le faire, et encore une fois, je pense qu'il y a tellement de taf partout que autant faire ce qu'on fait bien. Bah, du coup, il faut vraiment staffer quelqu'un et se donner le moyen de bien le faire. C'est ce qui revient souvent également qu'avant de se lancer à l'international, vaut mieux quand même être bien implanté sur son marché national. Alors là, à l'heure où on tourne, nous, on est le 28 octobre, donc on ne sait pas ce qu'on va devenir ce soir. Mais en tous les cas, il y a quand même une période assez intensive qui va bientôt débuter, donc que ce soit avec le Black Friday, le Cyber Monday, Noël et tout, même si c'est des trucs qui sont parfois remis en question, notamment par les commerçants bah, comme vous dans l'éthique, etc. Donc, comment vous vous préparez cette période? Et en plus, avec peut-être, donc à l'heure où le podcast sortira, on sera fixé, mais nous, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore, mais peut-être également un deuxième confinement. Donc, comment vous préparez cette période donc, concernant les stocks, la livraison, etc. Bon, écoute, il y a plein de questions dans plein de la trucs, question, ouais. mais je vais essayer d'y répondre. Alors, d'abord, on va répondre à l'histoire du Black Friday, etc. Ça, tu te doutes, tu l'as dit dans ta question, donc tu te doutes que nous, on fait évidemment partie des marques depuis le début. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais fait le Black Friday. Voilà, on est vraiment, voilà, on est ailleurs, quoi. Je veux dire, Bah, c'est à l'opposé c'est de ce qu'on a envie de faire avec la marque. on juge pas, encore une fois, aucun jugement. Voilà, c'est pas l'idée de juger. Toi, c'est bien ce que tu fais, toi, c'est pas bien. Non. Nous, c'est juste que c'est pas notre voie, quoi. C'est clairement pas du tout notre combat. Il est complètement ailleurs, quoi. Donc non, on va pas du tout aller dans cette voie-là. Donc nous, on le prépare du coup extrêmement sereinement, puisque finalement, bah, c'est pour nous une période. Enfin, tu vois, là, on est en partenariat avec Rose Association sur ce mois-là pour Octobre Rose. Voilà, nous, nos actions, tu vois, ça va plutôt être justement pour les associations, ça va être plutôt voilà, des actions, on va dire, pas pour avoir des bénéfices, nous, mais plutôt pour faire un peu partager voilà, ce qu'on gagne. Et même si c'est des mois compliqués, du coup, je rejoins un petit peu ta question sur le côté comment on l'appréhende. On l'appréhende avec de la peur, honnêtement, parce que nous, aujourd'hui, nos usines, c'est plus un mois et demi de délai, c'est presque 4 mois de délai. C'est une catastrophe, on va pas se mentir, c'est extrêmement dur. Donc nous, on a là énormément de retard sur notre site internet, il y a très peu de choix aujourd'hui. Donc évidemment, bah, derrière, ça veut dire, bah, des commandes qui ne se finalisent pas parce que, bah, il y a pas les tailles, alors qu'on aurait dû être livré il y a un mois. Ça fait plus d'un mois et demi qu'on attend la production. Donc ça veut dire que, bah, tout ça, c'est extrêmement difficile, hein. C'est toutes les discussions qu'on a avec Prune en ce moment. D'ailleurs, c'est Prune qui s'occupe plus de cette partie-là et c'est un énorme stress parce que ça veut dire que là, la prochaine commande qu'on fait, il va falloir qu'on commande beaucoup, beaucoup.
parce qu'on sait qu'on ne pourra pas reproduire peut-être avant 3 ou 4 mois, heu, ça veut dire qu'on n'a pas intérêt à se planter. Là, ta marge d'erreur en tant qu'entrepreneur, c'est tu réussis ou tu meurs, hein. Parce que si tu commandes trop peu, ben il arrive ce qui nous arrive en ce moment, on n'a plus rien à vendre, donc c'est catastrophique. Si tu commandes trop et que tu te plantes, bah, tu vends pas, tu te retrouves avec du stock sur les bras. On s'en sort extrêmement bien parce qu'on a des clientes formidables. Par contre, que les choses soient très claires, on est à l'abri de rien, Ouais. de rien. Et là, on va passer la plus grosse commande qu'on a jamais passée de notre vie. Je pense que c'est Prune qui va appuyer sur la détente. Moi, j'ai trop peur. Mais tu vois, vraiment, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas le droit de se planter. Là, en tant qu'entrepreneur, chaque choix que tu fais est potentiellement vital pour ta boîte. Ouais, Voilà. complètement. Donc, si tu commandes pas assez, c'est gravissime. Si tu commandes trop et que les stocks se vendent pas, c'est gravissime. Donc, il y a intérêt à commander ce qu'il faut. Ouais. Bah, on en a un peu parlé au début, mais on a dit qu'on y reviendra à la fin, donc on y arrive. Est-ce que vous avez des nouveaux projets pour la fin 2020 et 2021, donc surtout des idées de nouveaux produits? Oui, il y Ouais, a mais plein de grave, trucs. Il y a plein de grave. trucs. Là, on se régale. Pour le coup, ça, c'est des trop, trop bons moments. Même si, bon, pareil, hein, c'est assez subjectif. Il y a des produits qu'on lance parce que ça a été demandé clairement par nos clientes. Il y a d'autres où on pense qu'il y a un besoin marché et que personne ne le fait, entre guillemets, comme on aimerait qu'il soit fait. Donc en gros, là, bah, on va lancer c'est toujours pareil. En fait, là, tout ce que je vais te dire, ça aurait dû être lancé en décembre 2020. Clairement, je pense que malheureusement, avec tout ce que vient de t'expliquer Florie, ça va être très compliqué et que notre usine est débordée et que en gros, déjà, on va essayer de faire avec le minimum qu'on a et d'avancer un peu au fur et à mesure. Mais en gros, début 2021, on va lancer, il y a toute une nouvelle collection qui va être lancée. On te le disait au début, l'ADN Jolie Culotte, il est clairement sur les imprimés. Tu vois, on a toujours travaillé ça à fond, c'est-à-dire que la culotte en coton basique, c'est cool, mais en fait, c'est pas en tout cas nous ce qu'on avait envie de voir sur la marque. Donc, tu vois, on fait des imprimés de toutes les couleurs, des trucs plus ou moins flash, des trucs plus ou moins classiques. Donc, on a travaillé une grosse nouvelle collection avec des prints hyper sympas. Voilà, enfin, en gros, il y a ça qui sort. On aurait aimé en décembre, mais malheureusement, je pense que ça sera plutôt janvier. On va lancer des chaussettes aussi. Donc toujours avec cette idée du basique et du print. Et ça, tu vois, de toute façon, on le voit. En gros, tu viens pour la culotte à cœur rouge, mais par contre, tu repars aussi avec de la culotte coton noir. Pour les chaussettes, ça sera un peu pareil. Donc, tu auras et du basique et du fantasy. Et un des gros développements 2021, enfin deux des gros développements, c'est la culotte menstruelle sur laquelle on travaille aussi là, où on est en train de développer notre technologie, notre manière de faire et qu'on aimerait lancer premier trimestre. Et surtout les maillots de bain l'été prochain. Ça, c'est une énorme attente des clientes et de nous, parce qu'on a trop envie d'en faire. On a clairement raté le coche l'année dernière parce qu'en fait, pour faire du maillot de bain, pour te donner une idée, il faut passer la commande là dans 2 semaines, quoi. Du coup, voilà. Pareil, maillot de bain dans la même démarche que tous les produits qu'on fait jusqu'à présent. Donc, en gros, bien fait. Donc, on va partir sur de l'éconil, qui est donc de la fibre recyclée avec le plastique que tu récupères dans les océans. Pareil, hein, il y a très peu d'usines qui bossent à des prix intéressants parce que c'est pas parce qu'on fait de l'éconil qu'on va vendre des maillots à 300 €. Donc, c'est toujours l'enjeu jolie culotte qui fait qu'on galère 3 fois plus que les autres, mais on ne lâchera pas sur ça, quoi. Donc voilà, non, il y a plein de trucs. Il y a des choses sur lesquelles voilà, on parie et d'autres où on espère qu'en tout cas ça prendra autant que tous les autres produits jusqu'alors. Mais en tout cas, on se régale sur ça et c'est vrai que c'est génial parce que tu vois, c'est aussi l'intérêt de voir grandir ta marque, c'est que tu peux faire des développements produits que tu faisais pas l'année dernière, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez un conseil, même si vous en avez donné pas mal sur la partie e-commerce qu'on a abordée, mais un conseil pour les personnes qui souhaitent lancer leur marque et se lancer notamment sur le e-commerce? Bah ouais, carrément. Premier conseil, n'écoute personne. Non, mais je plaisante. Écoute tout le monde et n'écoute personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont dire ouais, c'est dur, machin, pas facile et tout. Donc ouais, carrément. Mais faut pas écouter les autres. Il faut pas avoir peur, en fait. La pire chose qui puisse t'arriver, c'est de rien vivre.
Donc, essaie de rien faire et que chaque erreur, entre guillemets, si on peut appeler ça des erreurs, que tu vas avoir, bah, finalement, bah, c'est ça qui va faire de toi un bon entrepreneur. On dit souvent qu'un bon entrepreneur, ça se mesure absolument pas au nombre de succès qu'il a remporté, mais plutôt un bon entrepreneur, ça se mesure au nombre justement de barrières, en tout cas, qu'il a su surmonter. Et voilà, et c'est toutes ces problématiques que tu as réussi à résoudre qui font de toi un bon entrepreneur. Et c'est ça le travail d'un entrepreneur, c'est pas entre guillemets de toujours réussir. Le travail d'un entrepreneur, c'est vraiment de résoudre des problèmes. C'est ça qui est hyper 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 important. Et voilà. Et un autre truc aussi qu'on adore dire avec Prune, c'est si tu as une idée, là aussi il y a deux écoles. Il y en a qui, ah, j'ai une trop bonne idée, elle est tellement bonne mon idée que je ne vais pas en parler. Alors voilà, donc ça c'est l'erreur numéro un. Et je pense que si quelqu'un pense comme ça, il ne faut pas qu'il se lance. Vraiment. Si tu as une idée et que voilà, tu la partages avec le plus de monde possible et tu vois si elle convainc. Si les gens trouvent ça cool, c'est qu'il y a un truc. Si les gens ne réagissent pas trop ou te disent carrément que c'est pas top, bah, c'est qu'il y a vraiment là quelque chose, il ne faut pas le faire. Donc voilà, et plus tu vas confronter ton idée, plus tu vas être certain que oui ou non, ça va fonctionner. Et il faut surtout en parler parce que personne va te voler ton idée, personne n'a ni le temps, ni l'envie, ni la motivation pour faire exactement ce que toi, tu allais faire. Ouais. Et moi, je rajouterai un dernier truc, je pense qu'on dit souvent aussi, c'est que nous, je pense qu'avec Florie, on a eu de la chance parfois d'être un peu trop naïve. Et tu vois, je pense qu'en vrai, il faut garder ça parce qu'il y a des moments où tu te dis, si tu voyais vraiment les choses telles qu'elles sont extérieurement et objectivement, tu te dirais c'est la cata, quoi. Genre, en gros, demain, la boîte est terminée, demain, j'arriverai. Enfin, nous, notamment, pendant la levée de fonds, tu vois, on a eu des moments où, en gros, quand on a fait la deuxième levée, il nous restait littéralement 30 000 euros sur le compte. Donc, en fait, on essayait de pas trop y penser, mais en fait, clairement, dans 3 mois, on n'avait plus d'argent, quoi. Donc, du coup, c'était quand même un peu stressant. Et tu vois, je pense qu'il y a un côté où il faut rester naïf, il faut se dire que ça va passer, même si on te met en face les 1001 raisons pour lesquelles ça ne passerait pas. Voilà, il faut garder ça parce que clairement, c'est ce qui te fait avancer. C'est ce qui fait que, enfin, nous, c'est bête, mais avec Florie, on s'est jamais engueulé vraiment parce que je pense qu'on a toutes les deux cette capacité-là et que du coup, t'avances comme ça et que finalement, en tout cas, je touche du bois et je dis pas du tout que ça peut pas se casser la gueule demain parce qu'encore une fois, on sait jamais. Mais par contre, c'est ce qui fait que ça fait 3 ans et 3 ans que avec cette naïveté, on n'est pas débile, hein. Mais en gros, parfois, tu vois, je pense qu'il y a des gens de notre entourage qui se sont dit putain, quand même, il y a moyen que ça soit compliqué pour elle. Au final, c'est toujours passé, quoi. Ouais, et je pense que c'est aussi, c'est tout aussi important que tout le reste. C'est garder ce truc un peu presque d'enfant qui s'éclate dans son truc, quoi. Ouais, et puis qui croit dans ce qu'il fait. Et Ouais. franchement, je rejoins complètement Prune, elle a trop raison de dire ça. Et c'est vrai que même, je vais aller plus loin, si jamais vous vous associez ou si vous vous entourez de quelqu'un pour monter votre projet, si cette personne commence à vous lister tous les problèmes, partez. Quelqu'un qui voit les problèmes tout le temps et qui, en fait, va sans cesse être un frein dans le projet, parce que c'est trop cher, c'est trop truc, c'est pas machin, c'est trop risqué, c'est trop machin, cette personne, il faut surtout pas l'avoir à vos côtés sur la globalité du projet. Ça peut être très bien d'avoir une personne comme ça, un peu ponctuelle, qui vous remet les points sur les i, ça c'est top. Mais si cette personne doit travailler à plus de 50% sur le projet, surtout ne vous associez pas. Parce que c'est impossible de s'associer avec quelqu'un qui au quotidien va vous miner le moral. Vous savez que vous allez droit dans le mur, pas parce que le projet est nul, mais parce que votre moral à vous ne tiendra pas. Ouais. Super, merci beaucoup pour ces mots les filles, c'est trop cool et hyper motivant. Merci beaucoup Audrey. Merci à vous, merci à tous pour avoir écouté ce podcast et puis à très vite. Merci beaucoup. Merci.